Alors, on va commencer par le kyste hydatique. Donc, définition. Donc, le kyste hydatique, il résulte du développement tissulaire. Alors, quand on dit tissulaire, dans ce cas-là, c'est le foie, les poumons, le cerveau, le rein, la rate, le cœur et même l'os. Donc, tout ce qui est tissu irrigué par le sang. Donc, c'est dû au développement tissulaire de la larve, ou on dit hydatide, d'un ténia qui s'appelle Echinococcus granulosus, parasite à l'état adulte, l'intestin grêle des canidés. Donc, les cystodoses larvaires, l'homme, dans ce cas-là, est un hôte intermédiaire. Il héberge donc la larve dans les différents tissus, alors que l'hôte définitif est représenté par le chien. Donc, le chien héberge dans l'intestin la forme adulte, le ver adulte, qui va pondre des œufs qui représentent la forme infestante. Donc, c'est une anthropozoonose, c'est-à-dire qu'elle parasite à la fois l'homme et les animaux. Anthro, ça vient de l'homme. Pozoonose, zoonose, ça vient des animaux. Donc, c'est une anthropozoonose cosmopolite sévissant en zone d'élevage. Des ovins, alors quand on dit ovin, c'est-à-dire le kyste hydatique, l'hôte définitif est représenté par le chien, les hôtes intermédiaires, on a l'homme, et on a aussi différents animaux d'élevage. On a les ovins. Les ovins représentent la famille des moutons. Les bovins, c'est la famille des vaches. Donc, les caprins, la famille des chèvres. Donc, les porcins, c'est les porcs. Donc, les camélidés, c'est les chameaux. Et les équidés, c'est les chevaux. Donc, tous ces animaux sont des hôtes intermédiaires qui peuvent, comme l'homme, héberger la forme larvaire. Donc, épidémiologie, donc la classification, l'embranchement des plats Tellman, c'est des vers plats. La classe des cestodes, l'ordre des cyclophilidés. Donc, les cyclophilidés, ce sont les helminthes qui ont une tête, on l'appelle le scolex, qui renferme les ventouses. On a généralement 4 ventouses. Voilà. Ou bien on parle des botrydies pour le botriocéphale, avec un rostre qui est muni de crochets. Les crochets et les ventouses représentent les organes de fixation de ces vers. C'est pour ça qu'on dit les cyclophilidés. La famille des ténidés, le genre Echinococcus, l'espèce Granulosus, avec plusieurs sous-espèces. Alors, ces sous-espèces diffèrent en fonction de l'hôte intermédiaire. Il s'agit des ovins, des bovins, des chevaux, des chèvres, etc. C'est pour ça qu'on a plusieurs espèces. Echinococcus granulosus granulosus, Echinococcus granulosus borealis, Echinococcus granulosus canadensis et Echinococcus granulosus echinus. C'est les 4 sous-espèces. La morphologie, alors on va commencer par l'adulte. Voilà. Donc ça, c'est le ver adulte qui vit enchâssé au niveau de la muqueuse intestinale des chiens. Alors, le ver adulte, alors c'est un ver de quelques millimètres de long. Il fait à peu près de 2 à 4 millimètres de long. Comme tous les cestodes, possède une tête, ou ce qu'on appelle le scolex, muni d'un rostre, donc un rostre, qui renferme des crochets, ainsi des 4 ventouses. Donc ça, c'est une coupe longitudinale. Alors, on voit que les 2 ventouses, les 2 autres sont en arrière. Voilà. Donc, la tête, puis vient le cou, et puis on a le corps. On dit corps ou on dit strobile. C'est la même chose. Corps ou strobile. Alors, de quoi il est composé ce corps? Il est composé de la succession de plusieurs anneaux. Et on dit anneaux ou on dit proglottis. Donc, je peux proglottis, c'est égal anneau. Donc, composé par la succession de plusieurs anneaux. Alors, dans l'anneau l'avant-dernier, alors c'est un anneau hermaphrodite. Donc, cet anneau, donc cet anneau, voilà, l'anneau avant-dernier, c'est un anneau hermaphrodite
il est composé d'un ovaire, un seul ovaire, et de 20 jusqu'à 70 testicules. Donc, il renferme à la fois l'appareil génital mâle et femelle. Le dernier anneau, ça, c'est l'anneau gravide. Il contient seulement l'utérus, un utérus qui est ramifié et qui comporte de 400 jusqu'à 800 œufs. De 400 jusqu'à 800 œufs. Et généralement, pour l'Echinococcus granulosus, la taille ou bien la longueur du dernier anneau, elle est supérieure à celle de la moitié du corps. La taille du dernier anneau est supérieure à la moitié du corps. Donc ça, c'est concernant le ver adulte. Voilà. Alors, l'autre intermédiaire, que ce soit moutons, chevaux, chèvres, vaches, hommes, donc héberge la forme larvaire. Alors ça, c'est un kyste hydatique qu'on a fait une coupe, donc, transversale. Alors, qu'est-ce qu'on a de dehors en dedans? Alors, ce qui est à l'extérieur, c'est le parenchyme hépatique. Et puis, ça vient de la première couche qui est en noir. Donc, la première couche, c'est la cuticule. Alors, on dit que la cuticule, c'est une couche qui est fine. Donc, elle mesure de 0,5 à 1 mm de diamètre. On dit que c'est une couche qui est blanc laiteuse. Elle a une couleur blanc laiteuse. Et c'est une couche qui est aniste. Elle ne renferme pas de cellules. Alors, quel est le rôle de cette couche? Alors, déjà, elle est composée de protéines, de sucre, donc c'est-à-dire de polysaccharides, des acides aminés. Alors, cette couche, elle permet les échanges entre le plasma et entre l'intérieur du kyste qui est le liquide hydatique. On dit c'est une couche ou bien c'est une membrane de dialyse. Elle permet les échanges entre le kyste hydatique et entre le plasma. Alors, suite à cette couche, toujours on va vers l'intérieur, on a cette couche qui est en blanche, voilà, c'est la membrane germinative. La membrane germinative. Alors, cette membrane, elle a plusieurs rôles. Donc, c'est une membrane qui donne la naissance à la couche cuticulaire. C'est une membrane qui donne la naissance au kyste hydatique. Et aussi, elle permet la reproduction. Elle va se bourgeonner. Elle va subir un phénomène de polyembryonie. Elle va donner des protoscolex. Alors, on a dit scolex et protoscolex. Quelle est la différence? Quand la tête, elle est liée au corps, on parle de scolex. Quand la tête, elle est isolée, il n'y a pas du corps, on parle du protoscolex, c'est-à-dire, c'est les futures têtes de ténia. C'est les futures têtes de ténia. Donc, la membrane germinative, elle va subir un phénomène de polyembryonie, c'est-à-dire, elle va se bourgeonner, voilà, et elle va sécréter un liquide hydatique, et elle va former ce qu'on appelle les vésicules germinatives. Donc, à partir de la membrane germinative, on aura des vésicules germinatives qui peuvent contenir un seul protoscolex ou bien plusieurs protoscolex. Et généralement, ces vésicules germinatifs se lient à la membrane germinative par un pédicule syncytial. Quelle est l'évolution de ces vésicules germinatifs? Alors, soit ils vont se fissurer et les protoscolex sortent et donnent la naissance à d'autres vésicules, soit on a la rupture carrément de ce pédicule syncytial et la vésicule germinative reste flottante au niveau du liquide hydatique. Alors, à partir de ces protoscolex, on peut obtenir ce qu'on appelle les vésicules filles endogènes. Donc, la vésicule germinative prend sa naissance de la membrane germinative, la vésicule fille endogène prend la naissance du protoscolex de la vésicule germinative. Est-ce que c'est clair? Donc, la membrane germinative subit un phénomène de polyembryonie, donc, pour donner des vésicules germinatives. Alors, ces vésicules germinatives peuvent se rupturer,
c'est-à-dire peuvent se liser au niveau de pédicule syncytial et restent flottantes au niveau du liquide, comme elles peuvent se fissurer à ce niveau, et ces protoscolex sortent, regardez, sortent, et ils vont former donc des vésicules phi endogènes. Donc, la vésicule germinative vient de la membrane germinative, la vésicule phi endogène vient de la fissuration des vésicules germinatives. Et généralement, bien sûr, le protoscolex, il va se vésiculiser, donc il va être entouré d'une membrane germinative et d'une couche cuticulaire. Donc, on a comme composante aussi les vésicules phi exogènes, ce qui est en nous. Donc, les vésicules phi exogènes, donc, ça vient de l'incarcération de la membrane germinative à travers la couche cuticulaire. C'est-à-dire, dans notre terme, la membrane germinative, au lieu qu'elle s'embryonne au niveau intérieur, elle va s'embryonner au niveau extérieur. Parce que la cuticule, on a dit que c'est une couche aniste. Il y a des espaces, il y a des vides au niveau de cette couche. Donc, la membrane germinative, elle va s'embryonner à travers la couche cuticulaire et former ce qu'on appelle les vésicules phi exogènes. Enfin, on a le liquide hydatique. Le liquide hydatique permet de mettre la larve hydatique ou l'idatide ou le kyste hydatique sous tension. Il est composé de sels de calcium, de sodium, de protéines, de glycogène. Il a une couleur claire, jaune citron. Ça, c'est la couleur normale d'un liquide hydatique. Mais s'il y a une surinfection, voilà, ou bien une fissuration, une fistule biliaire, la couleur du liquide hydatique va se modifier. Ça devient donc jaunâtre à purulente. Voilà. Est-ce que vous avez... C'est clair. C'est des choses à apprendre. Kyste hydatique, donc la couche cuticulaire, la couche germinative, les vésicules germinatives, les vésicules phi endogènes, les vésicules phi exogènes et le liquide hydatique. Alors, généralement, la taille d'un kyste hydatique, ça peut aller de 10 cm, et généralement, ces kystes sont asymptomatiques, jusqu'à la taille d'une tête d'un enfant. Jusqu'à la taille d'une tête d'un enfant. Voilà. Voilà, ça c'est de vrais kystes hydatiques. C'est de vraies photos. Alors, on a ce qu'on appelle le sable hydatique. Alors, quand on a un liquide qui contient des fragments de la membrane germinative isolés, des protoscolex isolés, des crochets, c'est les débris. Alors, les débris, généralement, se situent au niveau de la partie déclive du kyste. On parle du sable hydatique. Donc, le sable hydatique, il est composé de débris de la membrane germinative, de protoscolex et des crochets. Donc, c'est des débris. Voilà. Alors, le mode de contamination, pour l'hôte définitif qui est le chien, les canidés, on parle de la famille des canidés, ils se contaminent en dévorant l'hôte intermédiaire ou en dévorant donc ses viscères. Donc, l'hôte intermédiaire accidentel, qui est l'homme, les bovins, les ovins, les bovins. Donc, l'homme hôte intermédiaire accidentel se contamine en région d'élevage des moutons au contact du chien par le caressage, le léchage par le chien. Alors, les bergers, les vétérinaires et les enfants sont les plus particulièrement exposés. La contamination intervient de même par l'ingestion de végétaux comestibles, c'est-à-dire les différentes fruits et les légumes. Donc, on a deux hôtes. L'hôte définitif, il se contamine par l'ingestion de la larve. Et la larve se trouve au niveau des différentes viscères, foie, poumon, cerveau, cœur, etc. C'est pour ça on dit, dans la fête de l'Aïd, donc il faut, si on trouve des viscères qui sont contaminés, alors il faut essayer donc de les jeter, voilà, hors la portée des chiens, parce que le mode de contamination du chien se fait par cette larve. Et la forme infestante, c'est les protoscolex
que dès que le chien les ingère, donc ces protoscolex vont se fixer au niveau de l'intestin du chien et se transforment en ver adulte. Alors l'homme, comment il se contamine? L'homme se contamine par le biais de l'œuf. Par le biais de l'œuf. Donc, par le biais de l'ingestion de l'eau et des aliments, soit les fruits, les légumes, contaminés avec des œufs. Donc, même si l'homme ingère un foie qui contient un kyste hydatique, il ne va pas développer la maladie. Parce que il n'est pas un hôte définitif. C'est un hôte intermédiaire. C'est-à-dire, durant la fête de l'Aïd, si vous retrouvez un foie qui contient un kyste hydatique, ça ne va pas causer un problème pour vous. Vous pouvez manger ce kyste hydatique ou ce foie sans développer la maladie. Alors le problème c'est où? C'est si le chien ingère ce foie, il va développer un ver qui va éliminer des œufs, et les œufs, c'est la forme infestante de l'homme. Alors on va revoir ça dans le cycle. Voilà. Alors regardez le cycle, on va commencer par le chien. Alors le chien, il se contamine par l'ingestion du foie du mouton qui contient la larve hydatique ou bien le kyste hydatique, on dit aussi l'hydatide. Alors qu'est-ce qu'il va se passer? Donc ce kyste arrivant au niveau de l'estomac du chien, sous l'effet des enzymes digestives, on a la lyse de ce kyste et la libération des protoscolex. Ces protoscolex, ils vont directement se fixer au niveau de l'intestin et il y aura la formation du reste du ver. On n'a que le protoscolex, il y aura la formation des anneaux et on aura un ver complet, un ver adulte qui est apte à sécréter ou bien à pondre des œufs qui seront éliminés dans le milieu extérieur. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer? Ce ver adulte qui s'est formé à la suite de l'ingestion des larves, donc on a le dernier anneau ovigère, le dernier anneau du ver adulte, il va se détacher du ver. Donc, il va passer au niveau du côlon, au niveau du rectum, jusqu'à ce qu'il arrive au niveau de l'anus. Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'anus? Cet anneau, il va franchir l'anus activement. C'est-à-dire, il va se liser en franchissant l'anus du chien. Et bien sûr, quand il franchira l'anus du chien, il va se liser et il va libérer des milliers d'œufs. Les œufs, il y a une partie qui sera éliminée avec les matières fécales dans le milieu extérieur et il y a une partie qui reste accolée à la marche anale. Et ça va provoquer chez le chien un réflexe de prurite. Ça devient prurigineux. Le fait d'avoir des œufs accolés au niveau de la marche anale. Et bien sûr, le chien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à lécher son anus pour faire abaisser ce réflexe de léchage. Et bien sûr, le chien, il a l'habitude de faire sa toilette, donc en faisant un léchage de sa pelage. Et les œufs qui se trouvent au niveau de l'anus seront éparpillés sur la pelage du chien. Alors pourquoi on dit tout ça? Pour arriver à le fait que l'homme peut se contaminer par le caressage des chiens. Donc ça, c'est un mode de contamination. L'homme, il peut se contaminer soit par le biais de l'ingestion de l'eau des aliments, c'est-à-dire fruits et légumes qui contiennent les œufs, soit par le biais du contact direct avec l'hôte définitif qui est le chien. Voilà. Alors l'homme, le cycle est terminé chez le chien. Larve, ver adulte, œuf, anus, prurite, léchage et les œufs au niveau de la pelage. Donc chez l'homme, il se contamine par l'ingestion des œufs. Alors les œufs, je vais les décrire. Alors voici les œufs de l'Echinococcus granulosus. Ce sont des œufs arrondis de 40 à 50 microns de long, contiennent une coque externe qui est épaisse et ça, c'est un embryon hexaconte. C'est un embryon hexaconte. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer? L'homme, il va ingérer les œufs. Et les œufs vont tomber au niveau de l'estomac. Sous l'effet des enzymes digestifs, on a la lyse de la coque et la libération de l'embryon hexaconte. Alors, cet embryon, il va passer au niveau de l'intestin
vers les veines mésentériques qui vascularisent les intestins, vers la veine porte du foie, et puis vers les capillaires portes. À ce niveau, l'embryon hexaconte, il va se vésiculiser et il va il va former un kyste hydatique au niveau du foie. Il y a des embryons qui dépassent le foie de la veine porte vers les veines sus-hépatiques et puis vers le cœur droit, les capillaires pulmonaires, le cœur gauche et puis vers la grande circulation où on peut trouver des localisations cérébrales, donc rénales, la rate, le pancréas, etc. Même des localisations osseuses. Est-ce que c'est clair ou je répète le cycle? C'est clair? Voilà. Donc c'est ça le cycle. Soit chez l'hôte définitif, soit chez l'hôte intermédiaire. Voilà. Donc, l'hydatidose repère clinique. Alors on va parler un peu de la clinique. Voilà, symptomatologie. Alors généralement, le foie, la localisation hépatique, elle est dans 70% de cas. C'est la première localisation, c'est la plus fréquente. Alors vient les poumons dans 20% des cas et l'atteinte pulmonaire, elle se fait soit par contiguïté, c'est-à-dire un kyste hydatique au niveau du foie, il se fissure, il va traverser le diaphragme et on a une localisation surtout au niveau du lobe inférieur droit du poumon. Soit l'atteinte pulmonaire se fait par le biais de la circulation sanguine. Donc le reste, dans 10%, c'est très très rare. Alors au niveau du cerveau, au niveau des reins, la rate, les muscles, l'os, etc. Donc la symptomatologie, généralement, un kyste hydatique de 10 cm, il est asymptomatique. Le kyste, il est là, mais il n'y a pas de signe clinique. Alors, les kystes deviennent asymptomatiques, c'est au-delà de cette taille. Généralement, les signes cliniques sont en rapport avec quoi? Avec l'effet de masse de kyste au niveau de l'organe. C'est-à-dire le fait que j'ai un kyste qui est en train d'exercer, donc un kyste qui siège au niveau d'un organe. Donc l'effet de masse de ce kyste va déclencher la symptomatologie. Soit en rapport avec l'obstruction du flux sanguin ou lymphatique. Le kyste, il peut obstruer des vaisseaux sanguins et même biliaires. Soit une complication telle que la rupture du kyste, soit en intra-abdominal, c'est-à-dire intrapéritonéal, intradiaphragmatique, ou bien entraînant une péritonite ou bien une hydatidose pulmonaire, soit c'est en rapport avec la surinfection. Donc, les signes cliniques sont en rapport avec l'effet de masse, en rapport avec l'effet d'obstruction, en rapport avec l'effet de rupture et en rapport avec la surinfection. Ça, c'est les 4 évolutions que peut subir ce kyste. Donc, on va commencer par l'hydatidose hépatique, qui est la localisation la plus fréquente et qui est retrouvée dans 70% des cas. Alors, généralement, le sujet va se plaindre d'une colique hépatique, une douleur au niveau de l'hypocondre droit. Alors, cette douleur, généralement, elle est majorée par l'inspiration profonde, elle irradie vers l'omoplate et vers l'aisselle droit. Donc, avec cette douleur, on peut trouver des nausées et des vomissements. Donc, ça, c'est les signes cliniques. Alors, à l'examen clinique, on peut palper une hépatomégalie et généralement, on a 2 possibilités. Alors, soit le kyste hydatique, il est localisé. Dans ce cas, quand je palpe le patient, j'ai une masse nodulaire qui est mobile, donc qui est rénitente, elle a la consistance du rein, donc elle est indolore. Soit le kyste hydatique, il est centro-hépatique. Alors dans ce cas-là, on peut palper une hépatomégalie qui est homogène à bord inférieur tranchant. Donc on a 2 formes cliniques. Soit le kyste hydatique est nodulaire, soit il est centro-hépatique. Voilà. Deuxièmement, l'hydatidose pulmonaire. Alors généralement, ces patients se plaignent de ce qu'on appelle la vomique. C'est le fait de cracher le liquide hydatique. C'est le fait de cracher le liquide hydatique. C'est ce qu'on appelle la vomique. Et généralement, quand on fait un examen microscopique de la vomique, on peut trouver des crochets, on peut trouver aussi des protoscolex.
Donc, autres signes, alors on peut trouver une dyspnée, des douleurs thoraciques, c'est des signes non spécifiques, une pleurésie, le kyste peut évoluer même vers la surinfection, peut avoir des abcès pulmonaires. Donc, approximativement, 60% des hydatidos pulmonaires touchent le poumon droit, donc, dans 50 à 60% des cas, et affectent le lobe inférieur droit, parce que c'est lui qui est proche du foie. Donc, l'atteinte du poumon droit est beaucoup bien principalement le lobe inférieur droit. Les autres localisations rares, le cerveau, généralement, le sujet se plaint de signes cliniques non spécifiques à type d'épilepsie, des convulsions, des céphalées. Donc, les reins, à type de douleurs lombaires, des hématuries, donc la rate, les muscles, les douleurs musculaires et l'os, généralement, le signe clinique est représenté par des fractures spontanées. Voilà, et c'est des localisations très rares, on les retrouve dans moins de 10% des cas. Alors ça, c'est un kyste hydatique, polylobé. Voilà. C'est les vésicules, là, quand on trouve les lobes polylobés, c'est-à-dire multivésiculaires. Voilà. Alors ça, c'est une coupe, donc transversale, donc au niveau de l'abdomen, alors où on peut trouver, voilà, les flèches, donc le kyste hydatique, avec de multiples vésicules germinatives. Voilà. Alors ça, c'est un kyste hydatique pulmonaire. Alors s'il siège au niveau du lobe supérieur droit, on dit beaucoup plus que la contamination, elle s'est faite par voie sanguine, par la circulation générale. Voilà. Et ça, c'est des coupes scanographiques. Voilà, c'est des kystes hydatiques au niveau du cerveau. Voilà. Voilà, kyste hydatique vertébrale. Donc, le diagnostic de l'hydatidose, alors généralement, si on a une clinique qui est en faveur, alors la première chose qu'on demande, c'est les imageries pour rechercher les localisations précises. Alors, qu'est-ce qu'on demande? On demande une échographie abdominale, un scanner et une IRM. Alors, généralement, un kyste hydatique donc se présente à l'échographie sous forme d'une image hypoéchogène. Une image hypoéchogène à bord régulier et lisse. Donc, une image hypoéchogène bien arrondie à bord qui sont réguliers et lisses. Alors, en ce qui concerne les autres images, on peut trouver l'image en nid d'abeille. Nid d'abeille, ça ressemble à un nid d'abeille et c'est en rapport avec la présence de plusieurs vésicules à l'intérieur du kyste. Ça va donner une image multiloculaire. Donc, les calcifications périphériques, bien sûr, ces kystes, ils vont se calcifier avec le temps parce que tout simplement, le liquide hydatique, il est très riche en sels de calcium et de sodium et il y aura un échange entre le plasma et entre le kyste hydatique et les dépôts de calcium peuvent donc se former à la périphérie du kyste. Donc, à l'évolution chronique, on peut trouver des calcifications avec un cône d'ombre postérieur à l'échographie. Donc, les images scanographiques et l'IRM. Pourquoi on demande ces analyses radiologiques? C'est pour bien préciser la localisation, surtout si le kyste il est au voisinage de la veine porte, par exemple des veines lymphatiques, des voies biliaires principales, donc des vaisseaux sanguins comme les veines sushépatiques. Donc, on doit bien préciser donc la localisation du kyste et son rapport avec les éléments et les organes de voisinage, soit en IRM, soit à la TDM. Avant la sérologie, il faut demander aussi le dosage des polynucléaires éosinophiles, FNS. Alors, on va trouver une légère hyperéosinophilie à 15%, et généralement, cette hyperéosinophilie, elle est rare, elle est peu importante, sauf si le kyste, il est fissuré. En cas de rupture du kyste, l'hyperéosinophilie, elle est importante. Alors, en ce qui concerne la sérologie, bien sûr, ça permet de confirmer le diagnostic. La sérologie, il faut associer deux techniques.
Une technique qui utilise un antigène figuré, c'est comme au cours de l'amibiase, je vous ai dit ça. Donc, il faut associer une technique qui utilise un antigène figuré. Généralement, c'est l'immunofluorescence indirecte. Alors, dans ce cas-là, l'antigène figuré, c'est un antigène entier. On peut utiliser des coupes au niveau de la membrane germinative. On peut utiliser le protoscolex tout entier. Donc, c'est l'essentiel d'utiliser un antigène figuré entier. Et une technique qui utilise un antigène soluble. Par exemple, un antigène extrait de liquide hydatique. Ou bien un antigène extrait de protoscolex. Donc, un antigène soluble. Donc, plusieurs techniques. On a, par exemple, l'immunoélectrophorèse, l'électrocinérase. Ce sont des techniques qui permettent la migration du sérum et de l'antigène. Alors, je prends l'antigène et je vais l'incuber dans une membrane d'acétate de cellulose pour l'électrocinérase ou bien la gélose pour l'immunoélectrophorèse. Et on va mettre la préparation sous un potentiel électrique. Qu'est-ce qu'il va se passer? S'il y a des anticorps au niveau du sérum du patient, ils vont migrer vers l'antigène. Et au niveau de lieu de la rencontre, on aura la formation d'un arc de précipitation. Alors, on peut trouver plusieurs arcs. Le plus important, c'est l'arc 5. Il est spécifique du kyste hydatique ou bien de l'Echinococcus granulosus. Alors, autre technique, on peut utiliser l'ELISA, l'enzyme Linked Immunosorbent Assay. Alors, c'est une technique qui est très sensible et très spécifique et ça permet, ou bien elle est basée sur l'utilisation des antigènes solubles purifiés. Donc, autre moyen aussi de diagnostic, alors c'est l'examen direct. Donc, le diagnostic peut être d'orientation, comme l'échographie, comme la recherche des eosinophiles, donc ou bien ça permet de confirmer, comme la sérologie, donc ou bien l'examen direct. Alors, il faut savoir que c'est contre-indiqué de ponctionner un kyste hydatique. Si vous ponctionnez un kyste hydatique, donc c'est mortel. Ça va provoquer un choc anaphylactique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a deux moyens. Soit on reçoit au laboratoire les crachats du patient, c'est les vomiques. On va les examiner, on va trouver les crochets et les protoscolex. Soit on a une technique, on dit à la fois diagnostique et thérapeutique. Qu'est-ce qu'il fait le chirurgien? Donc, il va réaliser une incision et sous l'échographie, il va essayer de ponctionner le kyste. On dit la ponction écho-guidée. Il va ramener 10 à 15 millilitres du liquide hydatique. Il va l'examiner sous microscope. S'il y a des crochets et des protoscolex, c'est confirmé, c'est un kyste hydatique. Qu'est-ce qu'il fait? Directement, il va inspirer, donc, ou bien il va aspirer tout le contenu du kyste hydatique, et puis il va inspirer, c'est-à-dire il va injecter un liquide scolicide comme le sérum salé, il va le laisser, donc, un bout de temps, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il va réaspirer. On dit c'est la perte, c'est la ponction écho-guidée, c'est l'aspiration du liquide, on confirme le diagnostic, on va donc injecter une solution scolicide et puis on va réaspirer. Voilà, c'est la perte. Donc ça permet un diagnostic et en même temps la thérapeutique, c'est-à-dire le diagnostic et le traitement. L'évolution des anticorps. Alors généralement, si vous traitez votre patient qui a un kyste hydatique, les anticorps, généralement, ils restent 6 semaines élevés, et puis on a une diminution de la courbe de taux des anticorps. Mais la négativation n'est obtenue qu'après 1 à 5 ans. Donc ça, c'est l'évolution. Parce que pourquoi ça augmente après un traitement? Parce que le fait de manipuler le kyste, une charge des antigènes du liquide hydatique va passer au niveau du plasma. Ça va solliciter, exciter le système immunitaire et ça va engendrer l'augmentation des taux des anticorps après. Donc, on a la chute des anticorps qui se négatifs au bout de 1 à 5 ans. Voilà. Donc, la PCR, c'est une technique d'actualité très chère. Ça permet de la détection du matériel génétique, donc du parasite. On a dit ponction interdite. Et le diagnostic direct, on a dit soit la perte, soit l'examen des crachats, de la vomique. Le traitement, c'est surtout chirurgical.
Alors, le traitement, c'est chirurgical. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la résection du kyste tout entier. Donc, on va faire la résection du kyste, c'est ce qu'on appelle la périkystictomie. Voilà, la périkystictomie. Généralement, la chirurgie, elle est indiquée si on a un kyste dont la taille, elle est inférieure à 10 cm. Si le kyste, il est arrêté. Donc, c'est la périkystictomie. On va enlever le kyste tout entier. Voilà, c'est la chirurgie. Donc, les indications, on a dit que si le kyste a une taille inférieure à 10 cm, si le kyste il est calcifié, donc, dans ce cas-là, on peut faire la chirurgie. Alors, les contre-indications, s'il y a une femme enceinte, par exemple, ça contre-indique la chirurgie du kyste hydatique. Alors, si le patient, il est immunodéprimé, il a une altération de l'état général, si le kyste, il est mal placé, c'est-à-dire il est entouré de vaisseaux sanguins et des voies biliaires, donc ça contre-indique la chirurgie. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On traite le kyste hydatique par les médicaments. Et généralement, on utilise la famille des benzyimidazole. Alors, cette famille est représentée par l'albendazole. Donc, on l'indique soit avant l'acte chirurgical, 4 heures, par exemple 4 heures avant l'intervention chirurgicale, je mets le patient sous l'albendazole à raison de 10 à 15 mg par kilo et par jour. Je fais mon acte chirurgical et une semaine après, il reste sous antiparasitaire, sous albendazole. Les patients qu'on peut pas traiter chirurgicalement, il y a une contre-indication, on va les mettre pendant 6 mois sous albendazole, mais pas de façon continue. Par exemple, je mets le malade pendant 28 jours sous albendazole, je vais rester pendant une semaine, c'est ce qu'on appelle la fenêtre thérapeutique, et puis je recommence le traitement pour 28 jours, et ainsi de suite pour une durée de 6 mois. La prophylaxie, voilà, ça c'est pour le traitement. Alors la prophylaxie, éviter le contact avec les chiens. Pas de caressage, pas de léchage. De ne pas accepter le léchage, d'éviter de caresser l'animal en zone de forte transmission. Le lavage soigneux des légumes et des produits frais peut aussi réduire la contamination. La lutte aussi peut passer de l'élimination systématique des chiens sauvages au traitement antiparasitaire des chiens par le praziquantel, le dorancide. Alors les sujets qui enlèvent des chiens, ils peuvent les mettre sous le praziquantel pour éviter le développement donc de l'Echinococcus granulosus au niveau de l'intestin. Très efficace et bien toléré. Enfin, on a un vaccin, le EG95, contenant un antigène purifié recombinant de l'oncosphère parasitaire. Alors, quand on dit oncosphère, c'est l'embryon hexaconte. Oncosphère égale embryon hexaconte. Donc, l'oncosphère parasitaire a été testé chez l'animal, les moutons et les bovins, avec des résultats encourageants, protection estimée à 95%. Alors, ça, c'est pour le kyste hydatique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour les autres? On va essayer de comparer. On va pas faire la même chose. Voilà. Alors, Echinococcus alveolar. Bon, bien sûr, c'est pas le même parasite. Alors, pour le kyste hydatique, c'est l'Echinococcus granulosus. Pour l'Echinococcus alvéolaire, c'est l'Echinococcus multilocularis. Echinococcus multilocularis. Alors, pour l'hôte définitif, bien sûr, chez l'homme, il y aura le développement de la larve. Et chez l'hôte définitif, il y aura le développement du ver. Quel est l'hôte définitif pour l'Echinococcus alvéolaire? On a 2 cycles. On a un cycle sauvage, c'est le plus pertinent, représenté par le renard. Le renard est l'hôte définitif de l'Echinococcus multiloculaire. Et pour le cycle domestique, le chat et le chien aussi peuvent être des hôtes définitifs.
L'hôte intermédiaire, c'est l'homme. Donc, en ce qui concerne la maladie, on dit c'est une hémizoonose. Alors, c'est une maladie qui sévit dans la partie nord du globe. C'est l'hémisphère nord du globe. C'est pour ça on dit c'est une hémizoonose. Alors, dû au développement chez l'homme de larves d'un ténia appelé Echinococcus multilocularis, appelé communément ténia du renard. Alors, la morphologie, c'est la même chose à peu près pour le ver adulte. Il mesure quelques millimètres de long. Alors, c'est un ver qui a un scolex, un cou et le corps ou le strobule qui contient des anneaux. Alors, toujours l'anneau avant-dernier, il comporte des testicules et un ovaire, donc il est hermaphrodite. Et le dernier anneau, il contient l'utérus. Donc, c'est la même chose. Quelle est la différence? C'est la taille. Donc, l'Echinococcus multilocularis, il est de taille petite par rapport à l'Echinococcus granulosus. Ça, c'est un point. Le deuxième, j'ai dit que l'anneau gravide, le dernier anneau pour l'Echinococcus granulosus, sa taille, bien sa longueur, elle est supérieure à la moitié du corps. Pour l'Echinococcus multilocularis, elle est égale à la moitié du corps. Autre point différent, c'est les ramifications de l'utérus sont importantes pour l'Echinococcus granulosus, sont moindres pour l'Echinococcus multilocularis. Les œufs ont la même morphologie, c'est des œufs sphériques, possèdent une coque striée avec un embryon hexaconte, mesure de 40 à 50 microns de long. Alors, on passe à la larve, donc, ou bien au kyste de l'Echinococcus multilocularis. Déjà, sa localisation, elle est strictement hépatique. Il n'y a pas un passage vers les poumons, et puis vers le cerveau, et puis vers la rate. Donc, il a une seule localisation qui est le foie. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est un kyste qui renferme une membrane germinative, une couche cuticulaire, des vésicules filles exogènes et un liquide qui est gélatiniforme et qui est grisâtre et qui est lytique. On peut dire que c'est un liquide protéolytique. Il est plus vulnérable si on le compare avec le liquide hydatique. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce liquide? Il va passer à travers, il y aura les échanges toujours entre le plasma et entre ce liquide. Alors, ce liquide, il a le pouvoir, un pouvoir immense de détruire le parenchyme hépatique. C'est pour ça, toujours on compare l'échinococcus alvéolaire à un pseudo-cancer hépatique. On dirait que c'est un cancer du foie, parce que ça entraîne vraiment une destruction importante du parenchyme hépatique et le traitement sera la greffe hépatique. C'est pas comme pour le kyste hydatique, on va faire la périkystictomie. Pour l'Echinococcus multiloculaire, le liquide hydatique, il est vraiment vulnérable, il va traverser la couche cuticulaire et il va liser le parenchyme hépatique. Je vais vous montrer des photos monstrueuses. Alors ça, c'est pour la larve. Voilà, l'hémisphère nord du globe. Voilà, ça c'est le foie. Le foie touché par l'Echinococcus multilocularis. Voilà, ça c'est une coupe qui est transversale au niveau de la larve, de l'Echinococcus multilocularis. Donc, presque, elle a la même composition, sauf c'est la nature du liquide qui diffère. Il est gélatiniforme, il est protéolytique, et il est vulnérable, il engendre la destruction du parenchyme hépatique. Voilà le cycle. Alors, le cycle, il est le même. Alors, je vais parler d'abord du cycle sauvage. Le renard, il se contamine par l'ingestion des rongeurs. Les hôtes intermédiaires ne sont pas les moutons, ni les bovins, ni les ovins, ni rien du tout. Ce sont les rongeurs, comme les rats sauvages. Alors, ces rats, généralement, vivent au niveau des forêts et ils se nourrissent des baies, des légumes et des fruits. Donc, les rats se contaminent par l'ingestion de ces aliments qui contiennent les œufs de l'Echinococcus multilocularis. Et c'est la même chose. L'œuf passe au niveau de l'estomac,
Sous l'effet des enzymes, il y aura la libération de l'embryon hexagonal qui va passer au niveau du foie du rat. Il y aura la formation de la larve ou bien du kyste. Le renard se contamine bien sûr en ingérant le rat. Voilà. Et il y aura la libération de protoscolex au niveau de l'estomac sous l'effet des enzymes digestives. Ces protoscolex, ils vont se fixer au niveau de la muqueuse intestinale et ils vont former le reste du verre qui est les anneaux, les proglottis, et c'est la même chose. Le dernier anneau, il va se détacher du verre adulte, il va traverser le côlon, le rectum et l'anus, il va se désagréger, se liser au niveau de l'anus, il y aura la libération des œufs. Il y a une quantité des œufs qui sera éliminée dans le milieu extérieur, et il y a des œufs qui vont rester accolés au niveau de la marge anale. Et bien sûr, les œufs, on a dit, ça provoque un réflexe de léchage chez le renard qui va lécher son anus, voilà, pour faire atténuer le sentiment de prurite. Et l'homme, bien sûr, il va pas caresser un renard. Alors, l'homme, comment il se contamine à travers l'hôte définitif, c'est en utilisant sa fourrure. Parce que généralement, il chasse les renards pour utiliser leur fourrure. Et bien sûr, la fourrure qui contient les œufs de l'Echinococcus multilocularis, c'est une source de contamination et le cycle va se recommencer. Alors, le même cycle peut se faire s'il est domestique chez le chat et chez le chien. Donc, le cycle, il est le même. Est-ce que c'est clair? Voilà. Pour la clinique. Alors, la clinique, on a la téniasis du renard, elle est asymptomatique et bien supportée. L'échinococose alvéolaire, donc phase d'incubation donc et d'invasion longue, ça peut aller des années, asymptomatique. Donc, la symptomatologie, quand les symptômes s'installent, on aura donc une hépatomégalie, donc l'augmentation du volume du foie. On aura un ictère du fait de la compression des vaisseaux ou bien des canaux biliaires et on a la douleur. Alors, on parle du cancer vermineux. Et vermineux, ça vient du ver, parce que c'est un ver qui est responsable de la maladie. Le cancer vermineux, alors les complications, c'est les mêmes. Le kyste, il peut se surinfecter, il peut se rompre au niveau d'une cavité péritoniale ou bien se fissurer en transe diaphragmatique, comme il peut comprimer des vaisseaux sanguins et des canaux biliaires. Voilà. Donc, la clinique, c'est une triade d'ictère, de douleur et d'hépatomégalie. Voilà. Donc, le diagnostic pour l'échographie, on a dit pour le kyste hydatique, c'est des images rondes, à bords réguliers, lisses, hypoéchogènes. Alors, pour l'échinococcose multiloculaire, c'est des images donc irrégulières, parce que ça va se propager d'une façon irrégulière, et c'est des images hyperéchogènes. Hyperéchogènes. Alors, on peut trouver aussi des images de calcification. Voilà, c'est l'évolution du kyste. Donc, et on demande aussi le scanner et l'IRM afin de bien préciser la localisation du kyste et son rapport avec les organes de voisinage, les vaisseaux sanguins et les canaux biliaires. Voilà. Le diagnostic, alors, les examens biologiques non spécifiques, on dit les examens d'orientation. Donc, les examens biologiques non spécifiques retrouvent une leucopénie ou une thrombopénie avec une légère hyperéosinophilie et une anomalie du bilan hépatique. Augmentation des phosphatase alcanines, des transaminases. Dans 50% des cas, on note une hypergammaglobulinémie, augmentation des IgG, des IgM et des IgE. Voilà. Donc, les examens sérologiques, c'est la même chose. Toujours, il faut associer une technique utilisant un antigène figuré, l'IFI, avec une technique utilisant un antigène soluble. Alors, on dit qu'il y a une communauté antigénique entre l'Echinococcus granulosus et entre l'Echinococcus multilocularis. Donc, je peux utiliser des antigènes de l'Echinococcus granulosus pour diagnostiquer
donc l'Echinococcus multilocularis, parce qu'il y a une communauté, on dit c'est la similitude antigénique. Voilà, on peut utiliser aussi l'ELISA, c'est une technique très sensible, très spécifique. Alors, on peut aussi demander des biopsies hépatiques et une étude anatomopathologique, donc afin de bien visualiser la larve, donc au niveau du foie. Voilà, donc d'autres tests ont été développés. La biopsie nécessaire en cas de sérologie négative, la biologie moléculaire, donc permettent un diagnostic précoce. Alors regardez, ça c'est une coupe scanographique au niveau de l'abdomen. Alors regardez, donc le kyste ou bien la larve de l'Echinococcus multilocularis se développe d'une manière irrégulière au niveau du foie, à la différence du kyste hydathique qui est bien organisé, bien régulier, à contour bien net. Voilà. Le traitement. Alors généralement, le traitement chirurgical en cas de lésion localisée, l'hépatectomie partielle est le traitement de choix, suivi d'un traitement médical. Même après un traitement radical, un traitement antiparasitaire pendant 2 ans, il est préconisé. Donc le traitement médical en cas de la non-opérabilité ou de résection incomplète, généralement on va donner l'aldendazole, ou bien on dit la famille des benzyimidazolés, 10 à 15 mg par kilo et par jour. La durée optimale de traitement n'est pas définie. Un traitement d'au moins 10 ans, il est recommandé. La transplantation hépatique en cas de lésion non résécable ou d'atteinte hépatique grave, une transplantation hépatique peut être envisagée parce que généralement le foie il est détruit, il est lysé, donc il faut le remplacer avec un autre. Donc le pronostic malgré tous ces traitements, donc 90% des patients décèdent après 10 ans, donc après le début des symptômes et 100% après 15 ans. Donc on peut dire que c'est une maladie à pronostic qui est défavorable. Voilà. La prophylaxie, donc la prévention est plus difficile, tout simplement parce que le renard, il est inaccessible. Donc la prévention est plus difficile que dans l'idatidose, étant donné que le cycle parasitaire se déroule majoritairement dans la nature. Donc le chauffage est a fortiori, donc la cuisson des aliments potentiellement contaminés détruisent donc les œufs, mais la congélation est sans effet. La prévention individuelle donc consiste à éviter les contacts avec les hôtes définitifs sauvages, surtout les renards, voilà, ou domestiques, chats et chiens. Donc un traitement prophylactique des animaux domestiques par le praziquantel peut être efficace, comme le cas de l'Echinococcus granulosus. Une dose mensuelle de praziquantel, le Doroncite, donc donné à des chiens sur une période de 10 ans, donc on permet de réduire la contamination. Aucun vaccin n'a été développé contre l'Echinococcus multilocularis. Alors, voilà. La cénurose, donc, alors, la cénurose. Alors, quand on dit cénurose, on va penser au premier point sur le cerveau. On peut dire cénurose cérébralis, c'est le cerveau. Alors, il est dû à une ténia qui s'appelle ténia multiceps. Donc, c'est un parasite de l'intestin grêle du chien. Donc, le chien, c'est l'hôte définitif. L'homme, c'est un hôte intermédiaire. Donc, le ver adulte mesure de 40 à 60 cm. Et on a la larve qui est dite cénure. Donc, la cénure se développe dans l'encéphale du mouton et exceptionnellement dans celle de l'homme, déterminant ce qu'on appelle la cénurose cérébrale. La cénure mesure de 1 à 3 cm. Sa paroi comporte une coque fibreuse tapissée à sa face interne du membrane germinatif, donnant la naissance à de nombreuses protoscolex. En plus, il existe des vésicules filles endogènes et exogènes, renfermant un liquide grisâtre et gélatiniforme. Alors, donc, la cénurose, on peut dire que
elle a la morphologie du kyste hydathique et le liquide de l'échinococose multiloculaire. Donc, elle a la morphologie du kyste hydathique, elle présente une couche cuticulaire, membrane germinative, vésicule germinative, vésicule fille endogène et vésicule fille exogène. Mais le liquide qui diffère, c'est un liquide comme celui de l'Echinococcus multilocularis. C'est un liquide grisâtre et gélatiniforme. 3 espèces sont capables d'atteindre l'homme accidentellement. Alors, on a la Taenia multiceps, on a la multiceps cerealis et on a la multiceps browni. Donc, quelle est la différence concernant ces espèces? Généralement, la Taenia multiceps, ça touche le cerveau. Ça engendre une sénurose cérébrale. Alors, les autres, la multiceps cerealis et la multiceps browni, ça provoque une sénurose oculaire et tissulaire. C'est ça la différence. Donc, le cycle est généralement comme celui du kyste hydathique. L'hôte définitif, c'est le chien. L'hôte intermédiaire, c'est l'homme. Donc, c'est le même cycle. Donc, l'homme se contamine par l'ingestion des œufs. Alors, après le contact avec un canidé, par le caressage de chien, ou bien par le biais de l'ingestion des aliments, légumes et fruits qui sont souillés. Pardon. Alors, cliniquement, donc les manifestations cliniques dépendent de la localisation du parasite. On a dit la sénurose, on a la localisation cérébrale, la localisation oculaire et la localisation tissulaire. Alors, je vais vous résumer. Donc, la sénurose cérébrale, donc cette larve se retrouve au niveau du cerveau. Donc, les signes cliniques ne sont pas typiques. On peut trouver des convulsions, on peut trouver des céphalées, on peut même trouver des hémiplégies. Seulement, il y a un point très important à retenir. La larve se localise au niveau cavitaire. C'est au niveau des cavités, c'est-à-dire là où il circule le liquide céphalorachidien, mais jamais parenchymateuse. Il n'y a pas une localisation, donc, parenchymateuse. Voilà. Le kyste, il se localise au niveau cavitaire et pas parenchymateux. C'est important. Voilà. Les autres signes cliniques ne sont pas typiques. Autre localisation, on a dit multiceps, browni et cerealis, peuvent être à l'origine de sénurose oculaire et cutanée. Alors, l'oculaire, on peut trouver un nodule périorbitaire qui va être à l'origine de l'exophthalmie, de douleurs au niveau orbitaire, une rougeur, une conjonctivite. Et la localisation tissulaire musculaire, on va trouver des nodules au niveau sous-cutané. Ces nodules qu'on peut les palper, donc sont profondes et non douloureuses, indolores. Donc l'exérèse, elle est facile. La guérison, elle se fait définitivement. Le diagnostic positif, il est fait lors de l'examen histologique de la pièce. Donc le traitement, c'est purement chirurgical, soit au niveau du cerveau, avec l'examen anatomopathologique de la lésion, ou bien de la larve, du kyste, donc pour confirmer le diagnostic. Et la prophylaxie, c'est les mêmes pour le kyste hydathique. Parce que tant que l'hôte définitif, c'est le chien, il faut lutter contre le caressage et le léchage. Il faut traiter les chiens domestiques par le praziquantel. Et il faut donner des vaccins qui sont efficaces donc chez les animaux comme les moutons, les bovins et les ovins. Voilà, pour l'homme, il faut bien sûr éviter le contact avec les œufs, éviter le chien et de bien se laver les mains, les légumes et les fruits. Voilà. La cysticercose. Alors, la cysticercose, vous avez fait un cours de Taenia solium. Taenia solium, c'est Taenia du porc. Voilà. Taenia solium, c'est Taenia du porc. Alors, généralement, l'homme, alors la chose qui est la plus typique de la cysticercose, c'est que l'homme est peut-être infecté à la fois par le ver adulte et par le ver adulte et par la forme larvaire.
Alors donc l'homme, il peut héberger au niveau de l'intestin grêle la forme adulte du ténia solium. On parle aussi de ténia armé, voilà. Et il peut aussi héberger au niveau des muscles, au niveau de l'œil, voilà, la larve de la cysticèque. Généralement, on parle de la cysticècus cellulosée. Donc, la cysticècose est une cystodose larvaire dont l'agent causal parasite également l'homme sous sa forme adulte. La contamination directe à partir de l'adulte hébergé par le même hôte est possible. Donc, deux ténias parasitent l'homme. On a la ténia solium et la ténia saginata. C'est la ténia solium qui est responsable de la cysticercose. Voilà, donc ce ver mesure de 2 à 4 mètres. Il possède 800 à 1000 proglotties, comporte 200 à 300 follicules testiculaires et chaque utérus possède de 8 à 12 ramifications latérales assez épaisses. Donc le scolex, il possède des ventouses avec un rostre protubérant muni de 2 couronnes de 20 à 30 crochets. C'est pour ça on parle de ténia armée. La différence entre ténia solium et ténia saginata, ténia saginata ne possède pas de rostre. On dit c'est une ténia inerme. Alors à la différence de ténia solium qui possède un crochet, on parle de ténia armée. Voilà. Les œufs, ils ont la même composition, c'est des œufs rondes avec une coquille épaisse et renferment un embryon hexaconte. Donc l'hôte intermédiaire ingère les œufs et habituellement c'est le porc, qui est un animal coprophage, mais aussi le sanglier d'élevage, le cochon sauvage. Donc le porc qui héberge les cysticèques est dit ladre, donc la ladrerie des porcs. Alors, en ce qui concerne la cysticercose, alors je vais vous donner un résumé. Donc l'homme, à la différence de l'Echinococcus granulosus, il est à la fois un hôte définitif et un hôte intermédiaire. Donc cet homme, qui peut être un hôte définitif, il va héberger dans l'intestin le ténia solium. Ténia solium, donc bien sûr, va pondre les œufs, voilà, et ces œufs seront éliminés dans le milieu extérieur. L'homme peut se contaminer par ces œufs et bien sûr, l'œuf va s'éclater sous l'effet des enzymes digestives, libérant l'embryon hexaconte qui va traverser l'intestin et passe au niveau du cerveau, au niveau de l'œil et au niveau des muscles. Et on parle de la cysticercus, donc cellulosée.